Bonjour, je suis le professeur Adimi. On va voir ensemble le cours intitulé Risques médicamenteux chez l'enfant. Il faut savoir que les accidents thérapeutiques ont toujours existé durant les siècles passés, mais ils étaient peu importants. Ce n'est qu'en 1962, après le drame de la thalidomide en Allemagne, que l'évaluation ou l'étude de l'innocuité de chaque médicament est devenue obligatoire. C'est quoi la thalidomide? C'est un hypnosédatif qui a engendré des malformations congénitales chez le nouveau-né durant l'année 1962. Pour développer ce chapitre, nous envisagerons le plan suivant. On commencera par une introduction, puis un rappel sur la pharmacologie pédiatrique, puis comment elle se fait la réponse médicamenteuse chez l'enfant. On va voir les circonstances de survenue d'un accident médicamenteux, les effets indésirables des médicaments, les mécanismes responsables d'un accident médicamenteux. On va voir également le risque médicamenteux selon les différentes phases du développement de l'enfant, comment rédiger une ordonnance par un médecin, puis quelle sera la conduite pratique d'un pédiatre devant un accident thérapeutique. L'enfant n'est pas un adulte en miniature. C'est un organisme en pleine croissance et toute prescription médicamenteuse doit obéir à des règles. Certains effets indésirables médicamenteux sont propres à l'enfant. Ils n'ont pas été observés chez l'adulte. En premier lieu, il faut connaître c'est quoi le risque médicamenteux. Le risque médicamenteux correspond au danger que peut représenter un médicament ou une substance administrée à l'enfant dans un but de guérison, de prévention ou juste pour diagnostiquer une maladie. L'intérêt de ce cours est de connaître en premier lieu les caractéristiques physiologiques de l'enfant, reconnaître et prendre en charge les effets indésirables d'un médicament, prescrire en toute sécurité un traitement pour une femme enceinte ou qui allaite et rédiger correctement une ordonnance. La croissance de l'enfant sain est bien stadifiée et toute prescription médicamenteuse doit prendre en considération les modifications physiologiques selon les différents stades. C'est quoi l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament? C'est un accord donné par des autorités concernées pour qu'un médicament fabriqué industriellement puisse être commercialisé en toute sécurité. Mais chez l'enfant, de nombreux médicaments n'ont pas l'AMM. C'est pour cette raison que ces médicaments ne peuvent être utilisés chez l'enfant sans risque. La pharmacologie clinique est une discipline portant sur un domaine thérapeutique où le bon usage du médicament est primordial. On distingue la pharmacocinétique et la pharmacodynamique. La pharmacocinétique correspond au temps nécessaire pour qu'un médicament soit utilisé par l'organisme. Pour cela, le médicament doit passer par 4 phases essentielles, qui sont l'absorption, la distribution, la métabolisation et finalement l'excrétion. On commencera par la première phase qui est l'absorption du médicament et qui signifie le passage du médicament dans la circulation générale. Cette phase varie en fonction de l'âge de l'enfant et la voie d'administration du médicament. La deuxième phase de la pharmacocinétique correspond à la distribution du médicament. Elle correspond à la dispersion du produit dans les différents tissus et fluides. Cette phase peut être influencée par certains paramètres, à savoir une accumulation dans les tissus profonds du médicament si ce dernier est administré de façon prolongée. Dans la circulation générale, le médicament est transporté par des protéines, mais cette liaison protéine-médicament varie en fonction
de certaines circonstances. Chez le nouveau-né, la barrière hémato-encéphalique est très perméable et donc le risque de toxicité neurologique est très important. Durant son parcours, le médicament administré au patient va subir une biotransformation au niveau du foie grâce à des enzymes hépatiques, puis il sera éliminé par le rein. Chez le nouveau-né, ces deux fonctions sont réduites car il existe une immaturité de ces deux organes. Et donc, le risque d'intoxication est plus important chez le nouveau-né, voire le prématuré. La pharmacodynamie va étudier le mode d'action de la substance active qui va entraîner l'effet thérapeutique. Il faut savoir que la réponse médicamenteuse peut être influencée par certains facteurs exogènes et d'autres endogènes. Ces facteurs peuvent perturber la pharmacocinétique ou la pharmacodynamie du médicament qui va devenir toxique pour l'enfant. Un accident médicamenteux peut survenir dans 3 circonstances essentielles. Première situation, les erreurs médicamenteuses. Par exemple, il y a confusion dans le nom du médicament prescrit. Il y a une erreur dans le poids du patient. Ou alors, il y a une erreur de délivrance. Par exemple, au lieu de donner un médicament A, on donnera un autre médicament à la place. Deuxième circonstance ou situation, l'accident peut survenir car il y a une interaction médicamenteuse. C'est un accident qui se voit chez les patients qui reçoivent plusieurs médicaments en même temps, avec une augmentation du risque d'une potentialisation de l'effet thérapeutique. Et troisième situation, l'accident médicamenteux peut être en rapport avec un effet indésirable lié au médicament lui-même. C'est quoi les effets indésirables des médicaments? Ils ont été définis par l'OMS comme étant toute réaction nuisible et non souhaitée dont l'origine est secondaire à la prise d'un médicament administré à un être humain à des posologies habituelles et dans un but thérapeutique. Ces effets indésirables des médicaments ont été classés selon leur mécanisme d'action en réaction de type A augmentée et de type B, veut dire bizarre. Pour les effets indésirables des médicaments de type A, ils sont le plus fréquents. Ils représentent 80 à 90% de la totalité des effets indésirables observés. Ils sont prévisibles car ils découlent du profil pharmacologique de la substance active. Ils sont également réversibles à la réduction de la posologie, à la prolongation de l'administration ou juste à l'arrêt du médicament. Ces effets indésirables ne sont pas sérieux. On prendra comme exemple l'hypoglycémie après insuline ou le syndrome hémorragique après anticoagulant. Pour les effets indésirables de type B, ils ne sont pas fréquents, mais très sérieux. Ils n'ont pas d'explication sur le plan pharmacologique et on ne peut pas les prévenir lors de la première exposition. Il s'agit le plus souvent d'une réaction allergique. Dans ce cadre, on peut citer le syndrome de Lyell, qui est illustré par la plaque suivante, plaque 17. Les effets indésirables des médicaments sont dits graves quand ils sont responsables d'un décès ou quand le pronostic vital est mis en jeu ou quand le médicament entraîne des séquelles graves chez le patient ou alors quand le médicament est responsable de malformations congénitales chez le nouveau-né. Quels sont les mécanismes responsables d'un accident médicamenteux? Un accident médicamenteux peut être généré par l'un des 3 mécanismes suivants.
Soit il s'agit d'une accumulation du produit dans l'organisme, alors que les capacités d'élimination sont dépassées, c'est le cas de l'insuffisance rénale, ou alors une accumulation du médicament dans des organes spécifiques, tels les tétracyclines pour les dents et l'os, les antipaludéens pour la rétine. Ou finalement, il peut s'agir d'une anaphylaxie. Comment est le risque médicamenteux selon les différentes phases du développement d'un être humain? Nous commencerons par la période anténatale. La femme enceinte prend en moyenne 4 à 10 médicaments différents. Pratiquement tous les médicaments traversent la barrière placentaire, sauf ceux qui ont un poids moléculaire élevé, comme l'héparine. Parmi les malformations observées chez le nouveau-né, 1 à 5% sont secondaires à la prise de médicaments par la mère. La classification FDA va permettre aux médecins de prescrire en toute sécurité des médicaments chez la femme enceinte ou qui allaite. Et comme ça, on réduira le risque de malformation néonatale. Cette classification FDA englobe 5 classes médicamenteuses avec un risque médicamenteux croissant. Les médicaments de la classe 1 sont donnés à la femme enceinte ou qui allaite en toute sécurité, alors que les médicaments de la classe X sont complètement interdits. Dans cette plaque, nous avons rapporté les effets secondaires observés chez le nouveau-né de certains médicaments quand ils sont administrés à la femme enceinte durant la période d'embryogénèse. Par exemple, si une femme reçoit du valproate de sodium durant les 8 premières semaines, son enfant risque une spina bifida. Durant la période fœtale, c'est-à-dire après la 8e semaine, le fœtus est toujours exposé à des risques et la prise d'antithyroïdiens de synthèse durant cette période peut engendrer une dysthyroïdie chez le nouveau-né. Pour la période néonatale, le nouveau-né est toujours exposé à des risques de toxicité médicamenteuse. Il peut avoir une dépression respiratoire centrale ou syndrome du nouveau-né endormi, qui est secondaire à l'utilisation abusive des anesthésiants chez la mère durant le travail ou pendant l'accouchement. Par la suite, une utilisation inadéquate de l'oxygène peut retentir sur la fonction oculaire et respiratoire du nouveau-né. Pour le syndrome de sévrage, c'est une pathologie qui se voit chez le nouveau-né dont la mère a pris en fin de grossesse des analgésiques majeurs ou des drogues. Après une période de latence d'1 semaine à 10 jours, le nouveau-né peut présenter des troubles neurologiques, digestifs, respiratoires. Ces symptômes peuvent évoluer jusqu'au décès. Il y a possibilité d'utilisation d'antidotes à la naissance pour éviter ce syndrome. Le lait est considéré comme une autre voie d'élimination des médicaments chez la mère. Tous les médicaments administrés à la mère passent dans le lait. Pour savoir si la quantité d'un médicament qui est passé dans le lait est toxique pour l'enfant, on doit mesurer cette quantité. Pour cela, il faut connaître le rapport L sur P, c'est-à-dire la quantité de médicaments dans le lait maternel et dans le plasma maternel. Connaître également la quantité de lait donné à l'enfant. À partir de ces 2 paramètres, on peut déduire la quantité de médicaments qui est passé réellement chez l'enfant. Est-elle toxique ou pas? Dans cette tranche d'âge,
Nourrissants et enfants, le choix et la posologie des médicaments doivent tenir compte des phénomènes de croissance et de maturation des métabolismes. Pour les médicaments à index thérapeutique étroit, tels les aminosides, les aminophylines, les barbituriques et autres, l'adaptation de la posologie en fonction des concentrations plasmatiques s'impose. Certains médicaments utilisés couramment chez l'enfant ne sont pas anodins s'ils sont mal prescrits. Le paracétamol peut être responsable d'une toxicité hépatique. L'aspirine, qui a des indications bien précises chez l'enfant, peut être responsable d'une encéphalopathie mortelle. Les corticoïdes qui sont fréquemment utilisés chez l'enfant ont beaucoup d'effets secondaires. À la fin d'une consultation, le médecin va rédiger et va remettre une ordonnance aux parents. La prescription médicamenteuse engage directement la responsabilité du médecin. La rédaction de l'ordonnance obéit à certaines règles, à savoir l'écriture doit être lisible, complète et sans abréviation. Le nom, le prénom du patient et son âge doivent être inscrits. L'ordonnance doit obligatoirement être signée et datée. Sur l'ordonnance, le médecin doit mentionner le nombre de prises, la dose et la durée du traitement. La posologie du traitement est calculée en fonction du poids de l'enfant ou de sa surface corporelle. L'ordonnance peut être renouvelée pour une durée de 1 à 3 mois. Le médecin doit expliquer la prescription aux parents ou à la personne qui s'occupe de l'enfant. Pour la voie d'administration du médicament, la voie orale sera toujours choisie en premier lieu en absence de toute contre-indication. Le calcul de la dose journalière sera en milligrammes par kilo et par jour ou alors milligrammes par mètre carré par jour. La dose maximale calculée pour un enfant doit être inférieure ou égale à celle d'un adulte. Si le poids de l'enfant est supérieur à 50 kg, la dose choisie sera celle d'un adulte. Le médecin a le droit de prescrire le médicament sous 3 formes, soit en utilisant la DCI, ou alors le nom de spécialité pharmaceutique du médicament, ou simplement le nom d'une préparation magistrale. Quelle est la conduite pratique du médecin devant un accident thérapeutique? En premier lieu, vérifier que le pronostic vital de l'enfant n'est pas mis en jeu, mettre l'enfant en condition, rassurer les parents. Par la suite, remplir une fiche de pharmacovigilance. Les dosages du médicament dans le sang et les urines détermineront l'imputabilité du tableau clinique aux médicaments suspectés. Concernant la conduite thérapeutique, cette dernière va dépendre du médicament incriminé et du délai entre l'absorption et le moment de la consultation. Plusieurs conduites sont possibles. On peut proposer aux patients soit un lavage gastrique, un antidote s'il existe, une épuration extra-rénale, ou alors une abstention thérapeutique avec juste une surveillance médicale en milieu hospitalier. L'enfant est un être en pleine croissance. La physiologie de son métabolisme lui confère des caractéristiques pharmacodynamiques et pharmacocinétiques propres à lui. La prescription médicamenteuse chez l'enfant doit être soigneusement délivrée en respectant les indications, contre-indications, posologie ainsi que les modes d'administration. La connaissance maîtrisée des effets indésirables est indispensable.